tout. Voici l'article qui le dit. Le président de la République déléguait certains de ses pouvoirs aux ministres. Donc c'est lui qui décidait de déléguer certains de ses pouvoirs à tous les ministres parce qu'il n'y avait pas de poste de premier ministre. Donc un président du conseil interministériel ne pouvait en aucun cas introduire un projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est pas possible juridiquement. Maintenant, quand tu prends la version que INSA donne, mais INSA, quand tu donnes cette version-là, est-ce que cette version-là avait dit que le premier ministre, en l'absence du président de la République, il peut tout faire? Non. On dit, il peut lui déléguer certains de ses pouvoirs et il le supplée lorsque celui-ci est absent du territoire. Mais quand tu supplées quelqu'un, tu prends ses pouvoirs. Mais quand il prend les pouvoirs du président de la République, quels sont ces pouvoirs-là? C'est le pouvoir de promulguer une loi, par exemple. C'est le pouvoir d'envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, même lorsque le président Ouattara a pris les fonctions du président de la République, là, ça ne veut pas dire qu'il imposait ses lois à l'Assemblée nationale parce qu'il avait un super pouvoir, non. Si vous fouillez même à taper poteau une fois, à travers la loi sur la double nationalité, mais ça veut dire que le président Ouattara pouvait révéler certaines de ses lois. Voilà. Donc, il n'avait pas de pouvoir c'est pas comme s'il avait un super pouvoir où il ne consultait même pas l'Assemblée nationale parce que, juridiquement, à part les décrets où le président de la République n'est pas obligé de consulter, par exemple, les membres de l'Assemblée nationale. Mais pour un projet de loi, il est obligé d'envoyer là-bas. Pour une ordonnance, il est obligé d'envoyer, de prendre une loi d'habilitation. Donc, légalement, le président de la République, même quand il n'est pas là pour l'article 24 que tu as donné, cet article 24 la date de 90. Donc, avant l'instauration de cet article-là qui dit qu'il peut lui déléguer certains de ses pouvoirs, c'est à tous les ministres qu'il pouvait déléguer ses pouvoirs. Donc, quand le président Ouattara prend les pouvoirs du président de la République, mais il prend ses pouvoirs dans les limites qui sont fixées par la loi, il ne vient pas automatiquement, mais si tu peux m'enlever en grand, il ne vient pas automatiquement pour dire non, il a le droit de tout faire. Non, il n'a jamais eu le droit de tout faire en Côte d'Ivoire. Donc, toutes les lois qui passaient, s'il y a une loi qui a été votée, c'est que la loi a été votée avec l'accord des membres de l'Assemblée nationale, ou bien c'est les membres de l'Assemblée nationale même qui décident de voter les lois. Maintenant, on va sur le deuxième sujet qui dit, donc pour conclure, le titre de séjour a été instauré par Oufouette. Parce que c'est lui qui envoie le projet de loi à l'Assemblée nationale. Puisque le président du conseil interministériel ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas envoyer le projet de loi. Celui qui dit le contraire, qu'il nous sort l'article qui le dit. Ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce que la rébellion a apporté au nord de la Côte d'Ivoire? Alors, avant toute chose, vu qu'il y a eu des victimes, je m'incline, on va dire, devant la mémoire de toutes ces victimes-là. Parce que j'estime que s'il y a une rébellion qui est créée contre le pouvoir d'une personne, c'est cette personne-là qui doit être visée. Et non les victimes qui n'ont rien à voir avec la rébellion. Donc, normalement, vu qu'il y a eu Djali, ceux qui ont Djala, qui n'avaient rien à voir avec le pouvoir du président Gbagbo, moi, je m'incline devant leur mémoire. Loin de moi de vouloir justifier cela. Mais quand on prend les propos on va dire les propos de ceux qui ont pu parler, par exemple, sur la rébellion. On va prendre, par exemple, les propos de Soro Guillaume, qui dit qu'il a été rebelle parce qu'il voulait que le président Ouattara soit candidat. Il dit qu'il a été rebelle parce qu'il ne voulait pas qu'on embête ses parents dans les rues. Et ça a été confirmé par un propos du président Laurent Gbagbo, qui dit qu'il va expliquer pourquoi certains gens briment les gens du Nord sur les routes. Donc, normalement, vu que ça s'est arrêté avec l'avènement de la rébellion, mais on peut dire que ça, c'est un avantage, par exemple, des gens qui ont fait la rébellion, ils ont tiré de cet avantage-là. Maintenant, on nous dit que le RHDP ou bien le RDR n'a pas de leçons à donner aux gens. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a quel parti politique qui a des leçons à donner aux gens? Quand ça nous dit qu'il y a des membres du RDR qui disent que le PDC est un parti tribal. Mais en même temps, il y a certains membres du PDC qui disent que les gens du RDR sont des rebelles. Mais ils ont fait alliance avec eux. Alors que faire alliance avec les rebelles est un acte aussi anti-républicain. On est d'accord. Donc, à un moment de l'histoire, chacun était anti-républicain à son niveau. Voilà. Maintenant, si on parle du président Laurent Gbagbo, mais lorsqu'il y a eu coup d'État sur le président, ceux qui ont fait le coup d'État, ils ne sont pas venus avec des bois de placali, c'est avec des armes. Puis il a félicité leur action, puisqu'il a dit que c'était salutaire. Tout comme le président Ouattara l'a dit aussi, pour dire que c'était la révolution des zéros, quelque chose qu'il a dit comme ça, là. Mais il a félicité leur action. Alors que ce qu'ils ont fait, c'est un acte anti-républicain. Donc, à un moment de l'histoire, chacun était anti-républicain à un moment donné. Donc, on est face à un regroupement d'anti-républicains où chacun prend sa part. Donc, le RDR, à un moment de l'histoire, a été anti-républicain, tout comme le FPI, tout comme le PDCI, parce qu'ils se sont alliés, mais c'est grâce à la rébellion qu'ils sont allés à Marcoussis, non? Sauf qu'à Marcoussis, le PDCI allait réclamer des postes ministériels à Marcoussis. Ce combat-là, c'est les rebelles qui l'ont obtenu. Pourquoi ils sont allés à Marcoussis? Vous voyez? Donc, pour dire que, à un moment de l'histoire, chacun a fait des erreurs. Donc, on va pas venir seulement faire une analyse partielle pour dire non, le RHDP n'a pas de leçons dans nous, mais les autres aussi n'ont pas de leçons dans nos RHDP. Parce qu'ils ont eu, à un moment donné, le même comportement.
Maintenant, le dernier sujet, le président Laurent Gbagbo. Est-ce que on dit le président Laurent Gbagbo met-il une pression dans la politique? Oui, il met une pression, bien évidemment, parce qu'il a encore du monde derrière lui. Mais malheureusement, pour le moment, il n'est pas encore candidat. Vous voyez, donc cette pression-là, est-ce que ça va changer quelque chose? On ne sait pas. On est là, on regarde, mais pour le moment, bien qu'il mette une pression parce qu'il a du monde derrière lui, ça il faut lui reconnaître, nous sommes là reconnus, on va pas se voiler la face, il a du monde derrière lui, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais comme il n'est pas encore candidat, on ne sait pas où est-ce que cette pression-là va c'est-à-dire les avantages qu'il va tirer de cette pression-là. On est là, on regarde, on verra à la fin ce que ça va donner. Donc c'est ce que moi j'avais à dire. Arrêtez de vous muter s'il vous plaît, ça fait tomber le live. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais à dire sur ces trois sujets-là. S'il y a des motions, je les prends. Merci beaucoup. L'unique, moi j'aurais une motion, et puis je vais profiter. On dit, Kevin, arrêtez de vous muter. Je vais profiter pour te dire merci. J'ai profité pour te dire merci en même temps, et puis je vais, malheureusement, je vais vous quitter, mais grand merci en tout cas. Je voulais, Kanilou, tu as bien fait d'évoquer en fait la spécificité de l'article en fait 24, d'accord, modifié en fait sur la Constitution en fait du 6 novembre 90 avec l'alinéa même 1, je dirais 2. Mais quand tu évoques en fait la suppléance, d'accord, du pouvoir, tu admets que Houphouët-Boigny n'a souvent pas assisté à des conseils de ministres. Ah bon, je sais pas, peut-être tu ne sais pas, peut-être parce que tu es plus jeune, entre 90 et 93. Et le reproche fait à Ouattara à ce sujet, parce que beaucoup de décisions ont été prises, d'accord, par Ouattara sur des mesures urgentes du pays. Et le même parti, le PDCI, a eu à critiquer, d'accord, ces différents agissements de Ouattara. Et je te profite, comme tu aimes beaucoup faire des recherches, va regarder en fait l'arrêt du juge Kouadjane concernant une publication parlant de Ouattara sur la privatisation des sociétés d'État. Ouattara avait porté plainte. Et c'est le juge Kouadjane à l'époque qui a débouté Ouattara. Va faire des recherches et tu comprendras. Je vais encore aller sur quelque chose. Merci, au moins tu admets que le RDR, d'accord, a un lien très particulier avec la rébellion. Ça, c'est une bonne chose. Enfin, pour chuter, je vais te dire quelque chose, frère. Pourquoi moi je reproche quelque chose? Parce que tu dis que tous les partis en Côte d'Ivoire sont anti-républicains. Mais c'est pas responsable. Parce que là, tu essaies de faire du sophisme. Mais vous êtes venu au pouvoir, en fin de compte, pour faire quoi? Vous êtes arrivé le RDR là, vous êtes venu au pouvoir pour faire quoi? Vous êtes venu répéter ce que les autres en fait ont fait, ou bien vous êtes venu arranger les choses? Parce que vous êtes critique vis-à-vis des autres. Vous avez critiqué les autres. Et puis je vais te dire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Tu sais qui critiquait la carte de séjour? Soubédier. Tu sais qui étaient les fervents opposants à la carte de séjour Soubédier? Tu veux que je te dise? Tu sais que Ouattara a critiqué la carte de séjour? Étant opposant? Tu le sais ou pas? Ou bien tu sais pas? Mais finis de parler, je vais répondre. Je te laisse. Non, tu peux me répondre par oui ou par non, parce que je continue en fait. Et puis je vais chuter. Finis de parler. Non, est-ce que tu sais que le RDR a eu à critiquer la carte de séjour? Réponds-moi par oui ou par non. Non, mais finis de parler, je vais répondre. Non, je vais chuter en fait, parce que je pars. Donc je profite pour échanger rapidement avec toi. Est-ce que tu sais que le RDR a eu à critiquer la carte de séjour? Mais, je t'ai dit de finir, je vais répondre. Non, mais attends, je dis que j'allais partir. Donc je profite pour échanger avec toi un petit peu, et puis je vais partir. Est-ce que tu sais que le RDR a eu à s'opposer contre la carte de séjour? Oui, mais si on prend l'histoire, est-ce que c'est pas normal? Non, tu me réponds pas oui ou pas non, faut même pas chercher un truc. Mais c'est ce que je t'ai dit, c'est pourquoi je t'ai dit de finir, je vais répondre. Tu peux pas me faire une réponse fermée, oui ou non? Mais finis ton propos. Non, mais réponds-moi, je te pose là, parce que je vais chuter. Je te pose là. Réponds-moi par oui ou par non. Mais c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que si on regarde l'histoire, c'est pas normal? Ah, c'est pas normal. Ok, d'accord. Moi, je ne sais pas ce que tu as dit par l'histoire. Donc, tu n'as pas voulu répondre, je ne sais pas ce que tu veux dire. Donc, je vais en fait répondre. Oui, parce que je vais descendre, c'est pour ça. Moi, ce que je vais dire, parce que quand tu veux véritablement être honnête, ne dis pas que tout le monde, d'accord, dans ce cas-là, est anti-républicain. C'est une insulte que tu fais contre le parti que tu soutiens. Parce que tu admets que ton parti qui dirige la Côte d'Ivoire est anti-républicain. Les autres, dans l'entendement du RDR, dans le subconscient, les autres sont anti-républicains, ils sont pas bien. Mais quand tu dis que tout le monde est anti-républicain, tu accuses Ouattara d'être un anti-républicain. J'avais fini. Merci l'unique. Merci l'unique. Et puis, j'aurais bien voulu écouter. C'est cette partie-là, c'est cette partie-là même que j'ai pas compris. Je sais pas si vous passez. C'est eux qui sont aux affaires. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ça a évoqué. Attends, j'arrive. Kevin, je serai en bas, je vais t'écouter un peu parce que je sais que je vais apprendre des choses. L'unique, on ensemble, merci. Merci. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, donc déjà, il a évoqué quelque chose. Voilà, la première chose qu'il évoque sur les décisions que Ouattara prend, mais sur le PDCI critique, ils sont fous de critiquer des décisions que l'exécutif prend. À quel titre un parti politique va critiquer une décision prise par l'exécutif? Ça n'a aucun sens, ça. Malheureusement, tu parles. Mais quand le PDCI se permet
de critiquer une décision qui vient de l'exécutif, alors que les pouvoirs sont séparés. Même s'ils sont députés, ils n'ont aucun droit, ils ont quel droit de critiquer les pouvoirs que l'exécutif prend dans l'exercice de ses fonctions et dans ses prérogatives? Ça n'a aucun sens. C'est comme les parlementaires critiquent un décret. Tu vois que ça n'a aucun sens, non? Donc si Ouattara a pris des décrets parce que la Constitution lui donne ce droit-là, mais le PDCI a quoi? Le PDCI va venir critiquer ce décret-là, pourquoi? Ça ne veut rien dire. Tu vois un peu. Donc ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens, vraiment, ça n'a aucun sens. Maintenant, tu nous dis que le RDA on va dire quoi, critiquer la carte de séjour, mais c'est normal. C'est l'utilisation que les gens ont fait de la carte de séjour là qui a été critiquée. Sinon, la carte de séjour en elle, mais moi j'ai dit, c'est une mauvaise chose, non? Si on met une différence entre l'Ivoirien et l'étranger, mais l'étranger, il est déjà étranger, il y a même une différence déjà. Tu vois, il y a même une différence déjà, dès lors que quelqu'un est étranger, l'autre est ivoirien. Donc lorsqu'on met un type de séjour qui ne touche pas les Ivoiriens, mais qui touche les étrangers, mais c'est normal que si on vient l'appliquer à d'autres Ivoiriens, c'est normal qu'un parti politique va critiquer. Donc quand tu me dis de te répondre par oui ou non, cette question on ne répond pas par oui ou non. Ils ont critiqué pourquoi? C'est la raison qu'il faut regarder. Quand le RDA a critiqué la carte de séjour du président Bédié, mais c'est l'utilisation qu'ils ont fait. Quand on révise une constitution et un code électoral pour mettre une différence entre un Tiam et Pierre Bédié. Tu te répètes. Mais je suis en train de répondre à ces questions. Répondu, va droit au but. Ouais, je suis en train de répondre à ces questions. Voilà. Donc, quand le PDCI révise un code électoral pour mettre une différence entre Tiam et Bédié lui-même, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Puisque pour être président, il fallait que tes deux parents soient ivoiriens d'origine. C'est ce que le PDCI a fait. Tu vois un peu. Donc, il y a un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, maintenant, le côté anti-républicain que je dis, j'ai répondu à quelque chose que tu as dit pour montrer que quand tu dis que le RHDP a fait ceci, il faut dire que les autres partis aussi ont fait. Maintenant, si toi-même tu es d'accord que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ont eu un comportement anti-républicain un jour, pourquoi tu accuses le RHDP alors? Ça veut dire que le RHDP n'est pas seulement le seul mauvais dans l'histoire. Parce que tu as reconnu ici, tu n'as pas mis en cause ce que j'ai dit. Est-ce que tu as dit que ce que j'ai reproché au PDCI et au président et au FPI là, c'était faux? Tu ne peux pas dire que c'est faux, puisque ce comportement c'est un comportement anti-républicain. Donc ils sont tous pareils. C'est ce qu'on va dire, ils sont tous pareils dans un lot et chacun prend son camp. Sinon, il n'y a pas un parti qui est mieux que l'autre. Merci beaucoup, Kalilou. Merci. Vous êtes sur le panel, vous allez prendre la parole. Il n'y a pas de souci, frère. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je voudrais d'abord. Kevin, tu parles doucement. Non, je parle bien, mais est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que c'est bon? On t'entend, mais on t'entend comme si tu étais loin de ton téléphone. Toi-même, tu as mis il y a tes trucs, au fait. Il y a ton. Voilà, si tu peux fermer ton micro le temps. Ah, le ventilateur. Non, même pas. Voilà, il y a un bruit derrière, au fait. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon, en commentant, on me dit que c'est bon. Alors, moi, dans un premier temps, moi, j'associe cette histoire de carte de séjour là au concept d'ivoirité. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on écoute les gens du RHGP, ils sont beaucoup dans la manipulation. Moi, je dis toujours que le RDA là, c'est un parti qui est dans la manipulation. Ils ont toujours été dans la manipulation et ils sont toujours dans la victimisation. Voilà des gens qui disent que c'est le PDCI de Bédié qui aurait donc créé le concept d'ivoirité. Alors, de quel concept il s'agit? Le président Bédié a expliqué ce fameux concept d'ivoirité. Alors, ce concept d'ivoirité qui, au départ, était un concept, on peut le dire, culturel, qui visait donc à foisonner, si on peut le dire ainsi, l'ensemble des cultures pour créer une identité commune qui devait être donc l'ivoirité, donc concept culturel. Et pourquoi le président Bédié, à l'époque, était soucieux de pouvoir justement arriver à ce stade-là ou à cette étape-là? Alors, pour comprendre cela... Kevin, un instant, s'il te plaît. Oui. Moi, je ne comprends pas les gens du RADP là. Quand vous finissez de parler là, quand quelqu'un parle, vous riez en commentaire, ça veut dire quoi? C'est pour distraire la personne, c'est quoi? Non, ne faut pas te couper de ça. C'est pas utile, c'est pas important. D'accord. Ne t'occupe pas de ça. Même moi, je vois, mais je m'occupe pas de ça. Alors, donc, on va écouter ici le président Ouattara qui a été interviewé lorsqu'il était Premier ministre. Écoutons le président Ouattara lors de l'interview. Alors, c'est dans les archives, hein. On va écouter. Les compatriotes, justement, du Grand Nord, ont un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train... Alors, je vais d'abord faire une petite explication pour que vous compreniez. Le journaliste interroge le président Ouattara et il dit au président Ouattara que les peuples du Nord, là, les gens du Nord, parce que les gens pensent que cette affaire des rébellions, là, ça a commencé en 2002. Or, pourtant, les gens, depuis longtemps, depuis Oufoué, ils avaient déjà des velléités de rébellion. Donc, le journaliste en question pose la question au président Ouattara, il pose des questions justement sur cette question de tentative de créer un État séparatiste au nord de la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara va donc répondre à cela. Les compatriotes, justement, du Grand Nord, ont
un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train de faire circuler un document volumineux, qui s'appelle la Charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre se définit par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la Charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara... Alors, déjà dans cette vidéo-là, le journaliste déjà interroge le président Ouattara sur cette question de les velléités des peuples du Nord de vouloir donc mettre en place un État séparatiste au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, on parle de rébellion. On parle déjà de rébellion. Et il parle aussi de la Charte du Nord, qui est donc, on va dire, ce fondement-là qui doit justifier en quelque sorte, je vais dire, cette forme de prise de territoire ou d'occupation, sinon de scission, donc du territoire national. Et en même temps, le journaliste précise que pour ces peuples-là, le successeur naturel du président Félix Houphouët-Boigny doit être donc le président Alassane Ouattara. Donc voilà, les dés sont déjà jetés. Voilà, les dés sont déjà jetés. Donc je vais dire que cette affaire de dire, c'est pas un dit, nous pas ton micro. Donc pour dire tout simplement qu'il y avait déjà une partie des Ivoiriens en tout cas, qui tentaient déjà de se séparer des autres Ivoiriens, notamment les peuples du Nord. Voilà pourquoi quand le président Bédié va arriver, il va créer le concept d'ivoirité, qui est un concept culturel, qui vise donc à pouvoir harmoniser l'ensemble des cultures pour créer une identité nationale, de sorte à ce que tout le monde puisse se reconnaître dans cette identité, y compris les peuples du Nord, parce qu'il était conscient que ces peuples-là, en tout cas, ces peuples-là avaient des velléités donc de sécession, puisque depuis longtemps, depuis, on va dire, la période du président Ouattara, Premier ministre, le président Ouattara lui-même était informé que ces peuples-là avaient des velléités donc de sécession, comme on peut le dire ainsi. Alors, donc voilà le concept d'ivoirité tel que prôné par le président Henri Konan Bédié. C'est ce que nous connaissons. C'est cela, le concept, je veux dire, que le président Bédié a voulu mettre en place et a voulu travailler là-dessus pour réconcilier le peuple avec son histoire, avec sa terre, avec sa culture. Voilà le concept d'ivoirité. Mais à côté de cela, on a un autre concept qui est décrit, qu'on appelle aussi concept d'ivoirité, tel que prôné ou identifié ou indiqué, sinon relaté par les gens du RDR, qui disent que, effectivement, les peuples, les étrangers ont été marginalisés, les étrangers ont été, je vais dire, oppressés, en quelque sorte, y compris aussi les peuples du Nord, et que ce serait le président Henri Konan Bédié qui serait donc l'auteur. Mais alors, il provient naturellement de la carte de séjour. Parce que c'est la carte de séjour, selon ces personnes-là, qui pourrait justifier donc, je vais dire, cette forme d'oppression où on demandait des cartes de séjour même à certains parents du Nord, etc. et tout ça, alors que c'est des Ivoiriens. Donc, on remettait en cause même l'identité, sinon la nationalité de beaucoup de personnes. Donc, tout cela découle naturellement de cette carte de séjour. Alors, qui en est l'auteur de cette carte de séjour-là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce le président Bédié qui a donc mis en place la carte de séjour ou est-ce le premier ministre Alassane Ouattara à l'époque qui en est donc l'auteur de la carte de séjour? Parce qu'il faut situer qui est le père de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Est-ce le président Houphouët? Parce que moi, j'associe ça à la carte de séjour. Alors, on va ici écouter le président Alassane Ouattara lui-même, qui va nous donner donc des indications. Voilà, il va nous donner des indications sur cette question. Il faut montrer en grand. S'il te plaît, Andy, s'il te plaît. On dit pardon, le débat est trop sérieux, pardon. Voilà, il faut fermer ton micro. Non, mais il faut qu'il monte la preuve. On ne sait même pas si c'est des discours fabriqués. Pardon. S'il te plaît, il faut changer, il faut truc. Tout le monde a entendu dire en commentaire qu'il faut aller tapoter, il faut aller tapoter. Le débat est sérieux. Vas-y. Il a montré la preuve que l'unique. C'est qu'il n'y a pas de preuve dans ce qui. S'il ne veut pas se taire là, tu le mets en bas. Quand je finis, tu le fais monter. C'est mieux parce que ce type-là, c'est le désordre. C'est le désordre au fait. Voilà. Tu vois. C'est la dernière fois. Alors, ce n'est pas courtois. Nous sommes dans un débat. Nous sommes des intellectuels, des grandes personnes. Apprenons à nous respecter. Alors, tout à l'heure, j'ai posé une question. Alors, la question, elle est essentielle. J'ai fait une liaison entre la carte de séjour et l'ivoirité. C'est-à-dire, c'est la carte de séjour qui a justifié, donc, on va dire, toutes les dérives qui ont existé. Alors, si c'est la carte de séjour qui a justifié les dérives, ça veut dire que celui qui a emmené la carte de séjour, c'est celui-là, donc, qui est le père de l'ivoirité, tel que décrit même par le RAGP, ou même le RDR de l'époque. Donc, on va chercher à comprendre qui est celui-là qui a donc envoyé la carte de séjour. Pour nous, donc, c'est important.
Qui en est l'auteur? En écoutant l'interview. Pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, c'est la... Alors, la question du journaliste là, c'est pourquoi avez-vous, c'est-à-dire il pose la question directement au président Alassane Ouattara, qui était à l'époque, je crois, Premier ministre, non même pas Premier ministre, c'était plus tard, mais il lui pose la question, pourquoi avez-vous instauré? Donc il parle du président Ouattara. L'Unity, tu peux fermer ton micro, voilà, parce que voilà, le temps que je, voilà. Il pose la question directement au président Ouattara. Pourquoi Motion additif à ce que tu dis, docteur, voilà, je t'appelle docteur parce que tu es un doctorant aujourd'hui, parce que quand le journaliste a posé la question comme ceci, Monsieur Ouattara aurait pu simplement répondre que c'était pas lui l'auteur. Effectivement. Tout simplement. Effectivement. Alors, la question, elle est claire. Pourquoi avez-vous instauré la carte de séjour? Donc, écoutez très bien, et puis ensemble, on va décortiquer tout ça. C'est le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Et le journaliste rajoute qui a causé beaucoup de tort aux ressortissants de la sous-région. Donc, il associe ça. Donc, c'est une question accusatrice, hein. Voilà, justement, c'est ça. Parce qu'il dit, d'abord, il dit au président Ouattara pourquoi il l'a fait, et il dit en même temps que ça a causé beaucoup de tort aux ressortissants de la sous-région. On va continuer. Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort. Donc, le président Ouattara reconnaît que la carte de séjour a causé beaucoup de tort. Ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise. Une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça... Nous avons mis en œuvre. Ça veut dire que ce projet-là, d'abord, il a trouvé ce projet. Ça, c'est vrai. Il a trouvé ce projet, mais ils l'ont mis en œuvre parce qu'ils avaient besoin d'argent. C'est le président Ouattara et son équipe qui ont mis en œuvre. Apporter de l'argent. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. Donc, il parle de tracasseries. Il parle aussi des gens qui ont subi donc des extorsions d'argent et consorts et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tracasseries ont commencé depuis Ouattara. Les tracasseries, là, ça a commencé depuis Alassane Ouattara. C'est depuis la naissance même de la carte de séjour, là. Il y a eu des tracasseries, même dans les contrôles, il y a eu des abus. Donc, ça a probablement continué. Je sais pas, ça a probablement continué même peut-être sous Bédié, peut-être, pourquoi pas, on pourrait le dire ainsi. Mais je veux dire, d'abord, c'est le président Ouattara qui a mis en œuvre. Ensuite, les tracasseries ont commencé et les tracasseries se sont poursuivies. Donc, comment se fait-il que c'est finalement Bédié que le RDR accuse comme étant celui-là qui aurait mis une politique contre les étrangers, alors qu'en aucun cas, le président Bédié n'est l'auteur de la carte de séjour. Et que les tracasseries ont commencé depuis Alassane Ouattara. Juste pour dire simplement que voici la manipulation du RDR. Ici, qui est présenté devant vous ici, à l'instant. C'est-à-dire, voilà des gens qui ont mis en place une politique, qui l'ont appliquée, qui a causé des désagréments, des préjudices, etc. à des populations. Et puis, d'autres présidents sont arrivés, et puis, on a constaté qu'il y avait les mêmes dérives là, etc. Et finalement, ils accusent les autres, sans se remettre en question. Sans même, je vais dire, mettre en évidence leur propre responsabilité. Et c'est le propre du RDR. Ce sont des gens qui ne reconnaissent jamais rien du tout. Peu importe ce qu'ils font, ils vont jamais reconnaître les torts qu'ils ont pu faire à la Côte d'Ivoire ou qu'ils ont pu faire aux populations. Et moi, je trouve que c'est dommage. C'est pas comme ça qu'on fait. Il y a un problème d'honnêteté dans leur façon de faire la politique. Et ce n'est pas correct. Donc, si on voudrait revenir à qui a créé l'ivoirité là, je pense qu'il faut retourner ou bien il faut regarder vers ceux qui ont mené la carte de séjour. Tout simplement. Et ce n'est pas le président Bédié. Parce que la politique prônée par le président Bédié, c'était de lutter justement contre ceux qui avaient des velléités sécessionnistes, qui étaient donc de créer une République du Nord. Il fallait donc mettre en place, une politique visant à regrouper l'entièreté des identités afin de pouvoir faire ressortir une identité commune où chaque Ivoirien allait se retrouver dans cette identité-là. C'est ça le concept culturel d'ivoirité du président Bédié, qui est différent de tous les concepts développés par le RDR et dans les laboratoires du RDR. Voilà ce que je voudrais dire d'abord concernant donc cette première question, cette première thématique. Deuxièmement, je voudrais revenir sur qu'est-ce que la rébellion a apporté au nord de la Côte d'Ivoire.
Alors, avant même d'arriver sur cette histoire sur ce deuxième point, je voudrais terminer pour aller dans le sens de ce que Insan a eu à dire tout à l'heure. Ce que Insan a eu à dire tout à l'heure par rapport et même au développement de Kalilou, qui parlait de la décision venait du président Houphouët. On va écouter ceci. La vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire. Donc, Fologo l'a clairement dit. Le président Ouattara était quasiment le président de la République en Côte d'Ivoire. Il était quasiment, c'est pas moi qui le dis, c'est Fologo qui le dit. Le président Ouattara était quasiment le président de la République en Côte d'Ivoire. Donc, n'essayez pas d'associer cela au président Houphouët. Quand bien même c'est vrai, c'est lui qui était le président de la République formellement. Mais je veux dire, de façon, dans la pratique, c'est pour ça souvent, voyez-vous, nous sommes des intellectuels. Moi, par exemple, je suis juriste. Mais j'ai fait les bancs, j'étais à l'université. Lorsque le professeur parfois explique le cours, souvent en droit, il dit, en théorie, voilà comment ça fonctionne. Mais en pratique, voilà comment on applique. Et parfois, tu vas constater que la théorie est différente de la pratique. Ça veut dire, en pratique, on peut appliquer ça un peu différemment ou différemment. Or, la théorie dit c'est quelque chose, mais dans la pratique, c'est autre chose. Mais c'est la même chose. Donc, ça sert à rien de dire de façon, c'est le président Houphouët, parce que juridiquement, voilà l'article 13 de tel. Oui, c'est vrai, l'article a dit. Maintenant, dans la pratique, là, comment c'est appliqué? C'est ça. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai voulu dire pour clarifier ce point-là. Alors, le deuxième point, c'est sur la question, donc, de la rébellion, là. Qu'est-ce que la rébellion a apporté au nord de la Côte d'Ivoire? Ils l'ont déjà dit. Insan l'a très bien développé, les autres l'ont très bien développé. Moi, je vais pas rajouter grand chose là-dessus. La seule chose que je souhaite dire, c'est que le constat que tous nous avons eu à faire en Côte d'Ivoire, c'est le concept de rattrapage ethnique. Ça, vraiment, c'est factuel. Je crois qu'il y a l'un des panélistes ici, lorsqu'il s'est prononcé, il a même dit, regardez même la dernière nomination au sein du gouvernement. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Donc, avec le RAGP, nous avons donc constaté qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un concept qui était né, un nouveau concept qui s'appelait donc le rattrapage ethnique. Et ça, là, vraiment, c'est factuel. Les gens ont critiqué cela. Je crois qu'on en a parlé, on en a discuté. On ne sait pas. Peut-être que nous, les autres Ivoiriens, là, qui n'avons pas des noms à connotation venant de quelque part, on n'a pas de chance en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on est marginalisé. Parce que j'ai comme l'impression que ils ont appelé ça rattrapage en Côte d'Ivoire, rattrapage ethnique, comme si du genre, il fallait se venger des autres. Comme si depuis tout ce temps, pendant que tous les autres ont eu à diriger la Côte d'Ivoire, comme si les gens du Nord n'avaient jamais aussi bénéficié d'un certain nombre de choses. Moi, je ne vais pas revenir sur les réalisations du président Bédié, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais la plupart des réalisations du président Bédié, quand on parle d'infrastructures routières, mais c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'en ai cité, je ne vais pas revenir là-dessus. Et même dans les différents gouvernements que nous avons, il y a toujours eu des gens du Nord. Mais ce Fologo même que nous avons écouté, mais c'est un monsieur, c'est un cadre du Nord de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Mais ces gens sont arrivés au pouvoir, ils ont créé leur concept qui s'appelle le rattrapage ethnique. Et donc, nous autres, là, qui sont les gens, les enfants aussi d'autres peuples, là, bon, finalement, on s'est senti marginalisés. Donc, depuis ces 15 années de pouvoir du RAGP, nous, les autres Ivoiriens, nous sommes marginalisés dans ce pays. En tout cas, c'est l'impression que nous avons. Et c'est pas moi qui ai parlé de rattrapage ethnique. En tout cas, on en parle en Côte d'Ivoire. Cette affaire de rattrapage-là, c'est pas moi qui ai créé ce concept, ni ces mots. Voilà. Mais c'est quelque chose quand même qui fait partie, on va dire, de l'aspect politique. En tout cas, on aborde ces questions-là. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Bref. Donc, moi, voilà ce que je voudrais vraiment dire sur ce deuxième point. Alors. Kevin, oui. Est-ce à dire que l'installation de la carte de séjour en Côte d'Ivoire est un concept ivoiritaire? Oui, c'est ça même, c'est ça, c'est du Dieu dit. Mais pourquoi celui de Bédié a dérangé aussi beaucoup de nos frères du Nord? Mais c'est de la manipulation, tout simplement. Parce que les gens même je t'ai déjà dit, est-ce que j'ai pas joué la vidéo au moment où le président Ouattara était Premier ministre? J'ai joué la vidéo. Depuis le président Ouattara, il était parfaitement informé que les gens du Nord avaient des velléités sécessionnistes. Ils voulaient diviser la Côte d'Ivoire. Les gens voulaient créer leur république qui s'appelle la République du Nord. Voilà. Depuis longtemps, c'est de la manipulation. Je veux dire, il fallait justifier
ce qu'ils allaient faire. Donc, ils ont utilisé voilà, ils ont essayé vraiment d'utiliser tout ce qu'ils pouvaient trouver, voilà, et puis, on s'en l'a très bien rappelé, jouer sur la fibre de la religion, etc., et tout ça, pour pouvoir justifier ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire frapper la Côte d'Ivoire en 2002 par une rébellion, tout simplement. Regardez, vous allez voir que ces gens-là, depuis, vous allez voir dans leur façon de parler, ils vont toujours accuser Bédié d'ivoirité, il maltraitait les peuples du Nord. Ils vont parler même du président Gbagbo qui maltraitait les peuples du Nord. Or, le président Gbagbo, par exemple, je viens maintenant sur le président Gbagbo, il n'a jamais maltraité les peuples du Nord. Quand le président Gbagbo prend le pouvoir, dès qu'il prend le pouvoir, quel est l'acte qu'il pose? Mais l'un des premiers actes du président Gbagbo, c'était d'organiser un forum de réconciliation nationale. Mais attends, quelqu'un qui n'aime pas les peuples du Nord, qui n'aime pas Ouattara, qui n'aime pas les nordistes, etc., comment se fait-il qu'il organise un forum de réconciliation pour aller chercher Ouattara pour venir, pour aller chercher tous les leaders là pour venir, pour parler de la paix, pour voir comment on peut réconcilier tout le monde, pour vivre en paix dans ce pays-là. Et à la suite du forum national, il fait en sorte qu'on puisse établir un certificat de nationalité au président Alassane Ouattara. Donc c'est le président Bédié qui réhabilite le président Ouattara dans ses droits, puisqu'il y avait des contestations sur les questions de la nationalité. Et c'est lui, par le président Gbagbo, donc, que finalement le président Ouattara est réhabilité dans ses droits et reconnu officiellement qu'il bénéficie pleinement donc de son certificat de nationalité, quelques mois après le forum de réconciliation nationale. Et après, juste après quelques temps, on frappe son régime par une rébellion. Comment ça se justifie? Et on dit non, c'est parce que le président Gbagbo n'aimait pas les gens du Nord, ou il n'aimait pas le RDR, ou il n'aimait pas le président Ouattara. C'est une arnaque. C'est une arnaque intellectuelle. Voilà. Ça se tient pas, ça se justifie pas. C'est pour ça que moi je dis, bon, bref, je vais avancer sur ce point-là. Alors, je voudrais maintenant revenir sur le troisième point qui est la présence du président Laurent Gbagbo, mais un principe dans le jeu politique. Oui, mais le président Gbagbo l'a dit. Il dit que lui, personnellement, il ne va pas accepter ce 4e mandat-là. Et que ce 4e mandat-là, ça ne passera pas parce que lui n'était pas là. Ça, c'est ce que le président Gbagbo a eu à dire. Et moi, avant d'aborder ce point-là, je souhaite vraiment qu'on essaie, parce qu'à chaque fois, j'essaie vraiment de faire jouer des vidéos, des audios pour revenir sur l'histoire, pour que ensemble nous puissions comprendre un certain nombre de choses. Écoutons le président Ouattara lui-même. Par rapport à cet article, moi je veux une réforme constitutionnelle. La présente constitution, la mort du président constitutionnel juste par rapport à cet article. Moi je veux une réforme constitutionnelle. La présente constitution a été faite par un régime militaire qui avait ses objectifs, qui a même l'immunité dans la Constitution, qui a toute une série de dispositions incohérentes qui nous ont d'ailleurs posé des problèmes à un moment donné au niveau de notre Conseil constitutionnel. C'est une... Une minute, une minute. L'unique dès qu'il finit, j'ai motion, hein, s'il te plaît. Allô, excusez-moi une seconde. L'unique, tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on t'entend, Kevin, vas-y. Ok, d'accord, je termine rapidement. Tu parles là, mais là, on t'entend pas. Non, c'est bon, ferme ton micro. Attends. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Mais il faut maintenant renforcer les institutions, clarifier un certain nombre de choses, et bien sûr enlever tout ce qui est germe de confligène et ainsi de suite, et abandonner ces histoires de stratifier les Ivoiriens. C'est abominable. Donc le président Ouattara a été clair. Il a dit on va refaire la constitution. Et c'est pas pour faire un 3e mandat. Il a parlé de 3e mandat. C'est-à-dire 3e mandat, le mot 3e mandat là, c'est même pas l'opposition. C'est-à-dire c'est avant même que la constitution ne puisse naître. Que lui, il a parlé de 3e mandat. Il dit la nouvelle constitution là, ça va pas permettre de faire justement un 3e mandat. C'est-à-dire ça ne lui permet pas justement de pouvoir se représenter si on veut interpréter. Donc ça veut dire la nouvelle constitution qui va venir là. Lui, le président Ouattara ne pourra pas, je veux dire, outrepasser pour faire un autre mandat. Ça a été clair. C'est clair, c'est lui-même qui l'a dit. La vidéo, elle est claire.
Et puis, il y a d'autres choses, il y a d'autres vidéos qu'on peut présenter. Et puis, en 2020, il a aussi fait une déclaration, il a dit en 2025 qu'il ne sera pas candidat. L'interview de France 24 et tout ça, ça a été dit. Donc, pour une fois, il faut que le président Ouattara respecte ce qu'il a dit. Il a dit, nous, en tout cas au niveau de l'opposition, on considère que ce troisième mandat-là, c'est un bonus. C'est un bonus, il l'a fait, mais en 2025, il faut passer à une nouvelle génération au niveau du RAGP. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire concernant. Donc, je pense que tout ce qu'on est en train de dire là, ça pourrait se justifier d'une façon, le pressing politique du président Gbagbo. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Voilà. Il faut qu'au niveau du RAGP, ils choisissent un autre candidat. C'est tout. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces trois thématiques-là. Merci. Ok. Soldat. Ah, est-ce que c'est possible? Bon, vas-y pour ta motion, parce qu'après, il y a Soldat qui est là. Oui, mais je pense que tu voulais alterner, non? Tu fais un côté. Non, mais d'accord, on va aller comme ça. Ok, merci beaucoup, l'unique, de m'avoir accordé la motion. Kevin, le président Gbagbo aussi était contre l'ivoirité. Ma question est la suivante. Quel était le concept qui était défendu par le président Bédié? Et quel était le concept contre lequel le président Gbagbo était contre? Et quel était le concept contre lequel le RHDP, le RDA était contre? Ça, c'est la première motion. Dans la vidéo que tu as joué sur le titre de séjour, on nous dit que ça a causé beaucoup de tort aux ressortissants de la sous-région. Je veux savoir, si ça a causé beaucoup de tort aux ressortissants de la sous-région, mais comment ça se fait que les gens puissent utiliser ce même on va dire, ce même type de séjour-là pour embêter des nationaux, c'est-à-dire des citoyens qui sont nationaux, c'est-à-dire des Ivoiriens d'origine, des Ivoiriens qui sont sur les terres, alors que le type de séjour, c'est aux ressortissants de la sous-région que ça a causé du tort. La dernière question que je pose, Fologo dit dans sa vidéo que le président Ouattara était quasiment le président de la République. Je veux savoir, à partir de quelle date il a été quasiment le président de la République? Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question, hein, et puis je vais remonter. À partir de quelle date? Bon, si on passe sur la base de cette vidéo, le président Fologo a parlé de peut-être 92, 93, voire 91. Mais ça pourrait remonter parce qu'on sait que depuis les années 90, le président Oufouette était très affaibli. Voilà, par l'âge, par la maladie, par un certain nombre de choses. Donc, c'était quelqu'un vraiment de très affaibli. Voilà, donc, s'il te plaît. Voilà, j'ai cru que ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Deuxième chose, concernant cette histoire de dire, ça touchait les ressortissants, etc., de trucs là. Mais au fait, c'est la réponse qu'il donne. Mais ça ne touchait pas que ces ressortissants, ça touchait aussi des Ivoiriens. Il a parlé de tracasserie, de pouvoir prendre des trucs, on retirait les soi-disant cartes d'identité jaunes là. Mais c'est à partir de toute cette période que ça a commencé. Et ce sont ces personnes-là qui disaient non qu'elles sont ivoiriennes, plutôt elles viennent du Nord. Et c'est vous, les mêmes peuples du Nord, qui avez protégé ces personnes. En tout cas, vous avez utilisé ces personnes pour dire non, c'est des Ivoiriens, etc. Pour justifier justement tout le mensonge qui devait naître par la suite. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais dire. La carte de séjour là, c'est l'un des éléments essentiels qui a emmené tout ce qui est tracasserie, que ce soit pour les étrangers ou pour les nationaux. Ce n'est ni le président Bédié qui a envoyé la carte de séjour, ce n'est ni le président Gbagbo qui a envoyé la carte de séjour. Voilà qui est clair. Voilà qui est très, 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 très clair. Il n'y a pas besoin de tergiverser sur ce point-là. Maintenant, si tu me dis que c'est Bédié qui a mené une politique contre les peuples du Nord, soi-disant, ou si c'est le président Gbagbo, je te mets au défi de me donner une seule mesure que le président Bédié aurait pris contre les populations du Nord concernant les contrôles de cartes d'identité, et je te mets au défi de me donner une seule mesure prise par le président Gbagbo concernant les peuples du Nord. C'est la même chose que vous avez dit. Vous êtes des manipulateurs fins en disant simplement en Côte d'Ivoire on ne porte pas boubou. Comme si au temps de Gbagbo, il était interdit de porter boubou en Côte d'Ivoire. Pourtant vous l'avez dit. Voilà. Donc moi, je sais ce que je peux dire par rapport à je peux répondre par rapport à tes questions. Merci. Ok. Famille, je vais mettre un compte à rebond. 5 minutes chacun. Voilà, parce que moi-même, ça fait depuis que je suis là. Bon, je mets 5 minutes. Voilà, pour qu'on puisse faire évoluer le débat rapidement. Ok, nickel. Oussoum, vas-y. Comme j'ai dit que j'allais tourner comme ça. D'accord, ok, d'accord, merci. Moi-même, je pense que ça sera ma dernière prise de parole. D'accord. Bon, vous voyez comment on peut se contorsionner pour essayer de rendre l'illicite en licite. Mais je ne sais pas, Kevin, il a quel âge, il essaie de mettre en place une relation insidieuse, j'ai envie de dire même incestueuse, entre l'ivoirité et la carte de séjour. Mais on s'en fout de la carte de séjour. L'ivoirité, ça ne concernait pas les étrangers.
La carte de séjour, c'est pour les étrangers, ça ne concerne pas les Ivoiriens. Donc, qu'est-ce que tu veux que nous, les Ivoiriens du Nord, on fasse avec la carte de séjour? L'ivoirité, ça concernait les Ivoiriens, des Ivoiriens qu'on traitait d'étrangers dans leur propre pays. C'est ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris à cette histoire d'ivoirité-là. On a arrêté les gens, ils sont dans les cas, on les fait descendre, tu as ta carte d'identité ivoirienne, les autres, ils continuent parce qu'ils ne sont pas du Nord, et vous restez là, et il y en a d'autres qui sont restés là et on ne les a plus revus. Ils ont disparu. C'est ça l'ivoirité. Tu penses que ça fait des cartes de séjour? Mais ça, tu n'as rien compris. Oui, et c'est Bédié qui est l'instigateur de cette ivoirité-là. Peut-être que vous pouvez... On n'a rien contre le fondement culturel de l'ivoirité qui avait été expliqué, mais c'est l'utilisation politique de l'ivoirité qui est retombée à faire chez les enfants du Nord. C'est ça le problème. Mais le premier politique qui a été frappé par l'ivoirité, c'est même pas quelqu'un du Nord, c'est Johnny Kobina. Johnny Kobina, vous lui avez arraché sa nationalité parce qu'il était le secrétaire général du RDR. Vous lui avez arraché sa nationalité, empêché des candidats à sa candidature, il refusait quand il voulait se présenter à jamais. Et après Johnny Kobina, ça ne vous a pas suffi, vous êtes descendu sur Ouattara. Jusqu'à aller questionner sa mère, lui mettre un mandat d'arrêt. Toi, Kevin, tu es toujours en train de parler de la justice pour contester la nationalité de quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'assoit, qui décide ça? Non, il faut que vous soyez un peu sérieux. Et puis regarde le lien que tu es en train de faire pour essayer de parler je sais pas, d'une charte mythique du Nord qui n'a jamais existé. Le journaliste parle un document volumineux. Je te mets au défi, toi ou quiconque, de me sortir ce document volumineux, charte du Nord là. Si ce document existait, on nous l'aurait présenté depuis belle lurette. C'est des mythes, c'est des fantasmes. Et tu dis que non, le Nord voulait préparer une rébellion, donc ils avaient la charte du Nord. C'est pour ça que l'autre est venu mettre l'ivoirité. Même si tu es docteur, c'est pas comme ça qu'on peut manipuler l'histoire comme ça. On est tous contemporains, je sais pas quel âge tu as. Et cette rébellion dont tu parles là, même Mamadou Koulibaly a dit que Bédié a financé la rébellion. Mais pourquoi tu ne sais pas Mamadou Koulibaly, qui était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Il a dit que Bédié a financé la rébellion. Même Touré Moussa, le porte-parole de Soro Guillaume, il a tweeté que Bédié a financé aussi la rébellion. Donc Bédié faisait partie de ceux qui faisaient l'achat du Nord là. N'importe quoi. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Vous ne pouvez pas sortir, tu sors Fologo. Mais Fologo, il était dans un clan. Il y avait deux clans, il était dans le clan Bédié. Il peut sortir n'importe quoi. Et dans sa vidéo, il parle des 10 derniers jours. Le président Bédié était agonisant les 10 derniers jours que Ouattara a été presque le président de la République. Mais tu tournes ça pour raconter n'importe quoi. Quand même, sois un peu sérieux. Si tu prends quelqu'un qui était de l'autre camp, mais il va te dire autre chose. Depuis quand Fologo est une référence en Côte d'Ivoire ici? Non, il faut qu'on soit un peu sérieux. Tu parles de rattrapage ethnique. Mais rattrapage ethnique, donc on a rattrapé le PDC. Il a rattrapé aussi les Akans alors. Parce que quand il disait rattrapage ethnique, le RHDP c'était le PDCI et le RDR. Donc quand on mettait Kablan de camp vice-président de la République, on rattrapait aussi, on faisait rattrapage aussi. Tous les gens du Sud qui étaient avec Ouattara, les Patrick Hachi, tous ceux qui sont restés aujourd'hui là, c'est du rattrapage aussi, non? Donc il a rattrapé pour le Nord et puis pour les Baoulés, j'imagine. Il a 1 minute. Hein. Ok, d'accord, merci. Donc vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Et bon, il m'a fait perdre mon latin parce qu'il a fait tellement de contorsions. Donc, bon, j'ai terminé pour parler de l'audit. J'ai entendu des gens parler de l'audit de la liste électorale. Il faut arrêter ces comédies-là. Vous avez un groupe parlementaire, si vous vouliez un audit, vous aurez pu instituer une loi qui allait mettre en place cet audit-là. Oui. L'audit n'est pas dans le code électoral. On ne se lève pas parce que l'opposition veut quelque chose voilà, on met ça en place. Ça marche pas comme ça. On est dans un pays qui a des lois. Il faut suivre les lois du pays. Les lois, celui qui est frappé par les lois, on avance. En France, Macron, sous son régime, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, il a perdu ses droits civiques et politiques. Ancien premier ministre Fillon, il a perdu ses droits civiques et politiques. Marine Le Pen, qui est censée être celle qui va prendre le pouvoir, elle a perdu ses droits politiques. Vous avez entendu en France parler du dialogue politique. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Soldat. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Sois salué. L'unique. En tout cas, merci vraiment pour ce que tu fais, mais vraiment, ce n'est pas facile. Hein. Bon, moi, je ne suis pas là pour faire un débat parce que tout à l'heure, voilà, je venais de me réveiller et je suis tombé sur quelqu'un qui disait comme ça que Lida Kwasi voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il a même présenté une vidéo ici. Et on n'a même pas bien entendu ce que disait Lida Kwasi, mais je pense qu'on a tous écouté la vidéo auparavant.
Vous savez, nous sommes dans un État en Côte d'Ivoire, un État fantaisie, qui invente à chaque fois des choses pour faire plaisir à ses partisans. Je vais te demander de me mettre en grand. Je vais montrer juste un petit truc avant de commencer mes propos. Si tu as précisé que je lui ai donné 7 minutes parce qu'il n'avait pas encore parlé depuis tout à l'heure. Voilà, donc il y a mis 2 minutes dessus encore. Vas-y. Tout le monde a fait 2 minutes, il n'a pas parlé. Voilà, donc je mets ma caméra. Pour ne pas qu'on dise, il n'a pas montré des preuves. Comme ils aiment les preuves là. Voilà. Je vais montrer cette vidéo là et puis après je vais poursuivre. Sécurité, le calme est revenu aux alentours de la base militaire de Ndotré, mais certains commerces sont restés fermés ce mercredi car les habitants de ce quartier sont encore sous le choc. Vers la 1h là, ça a tiré. Ils ont commencé à tirer fort même. Calage, tout fait. En tout cas, ils avaient peur. Donc c'est ça qui a fait que jusqu'à matin, même les enfants sont pas à l'école. Ok. Vous voyez ici, on voit 3 machettes, une Kalachnikov. Des gens qui viennent pour faire un coup d'état. Puisque la dame ici, là, elle dit que la piste des terroristes a été écartée. Bon, j'ai fait jouer la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas qu'on dise. Bon, j'ai vu 4 à 5 personnes. Mais c'était pas ils étaient en civil. Bon, j'ai vu en position de tac, tout ça. J'ai vu pas le demi ailleurs. Ce matin, on a constaté que sur les murs, il y avait des trous, des pètes de bas, tout et tout. Donc, dans le parking d'à côté, il y avait 3 morts. Il y a eu 3 morts. Ce matin, on partait à l'école, on les a vus. Puis, ils sont venus soulever les corps et puis ils sont partis. Même si la Côte d'Ivoire a connu plusieurs attaques terroristes à sa frontière nord lors de ces 10 derniers mois, la piste des groupes djihadistes n'est pour l'instant pas privilégiée par les autorités, car des pièces d'identité du Libéria ont été retrouvées sur les assaillants qui cherchaient peut-être à se procurer des armes par le bas. Ok. Vous avez tous attendu, hein. La Côte d'Ivoire ne privilège pas la piste de terrorisme. L'unique. Quand tu vois ici 3 machettes, une Kalachnikov, des gens qui veulent faire un coup d'état, qui prennent 3 machettes, une Kalachnikov, pour aller chercher des armes dans un camp militaire. Frère, soyons sérieux. Est-ce que ça, là, on peut appeler ça coup d'état? Tentative de coup d'état, tentative de déstabilisation. Normalement, on doit attribuer ça aux tentatives, peut-être même des terreaux qui viennent peut-être se sacrifier. Parce que tu ne peux pas prendre 3 machettes, une Kalachnikov et aller attaquer un camp militaire pour dire que tu vas survivre. Frère, tu t'en vas te faire tuer. Tu t'en vas te faire jab. Donc, ici, on dit qu'il y a eu 3 personnes qui ont été jab. Les gens, c'est-à-dire, on vient nous dire non, c'était des Libériens. Bon, Libérien qui est quitté chez lui au Libéria, il prend 3 machettes, c'est-à-dire lui, il est Rambo. Il rentre dans un camp militaire pour faire coup d'état. Pour prendre des armes pour aller attaquer Ouattara. Si ce n'est pas dans un film western, on peut voir ça. Si ce n'est pas dans un film Rambo, on peut voir ça. En réalité, ça n'existe pas. Déjà, pour faire un coup d'état, vu que mon temps est déjà fini là, pour faire un coup d'état, déjà, il faut avoir un pays d'accueil qui va te soutenir dans ton projet de coup d'état. Il faut avoir un plan de financement. Mais il faut avoir un soutien même international. C'est-à-dire quelqu'un qui va t'appuyer dans ton coup d'état. Lorsque Lida Kwasi a été arrêté, on n'a pas vu tout ça. Hein? On n'a pas vu tout ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais lire quelque chose ici. La femme de Babo Laurent, elle est quoi? Elle est Djoula, non? Kone Katina, il est quoi? Il est Djoula. Et dans le PPACI, c'est-à-dire même dans le FPI d'avant, il y avait plein de Djoula. Voici, je vais prendre un paragraphe du récit de Jean-Noël Abbaye, qui a été arrêté pour tentative de déstabilisation, coup d'état et tout. Dans le même truc, Lida Kwasi. Un projet de génocide, un projet de génocide s'est préparé à l'Ouest avec la création du mouvement du Grand Ouest, qui devrait avoir pour base le port de San Pedro. L'objectif était d'exterminer les Baoulés et les Djoula. Les gens qui devaient faire coup d'état là, hein, voici ce qu'ils disent. Eux là, leur projet là, c'était de déjà tous les Baoulés et tous les Djoula. Quand
quand tu regardes ça, on sait automatiquement que c'est quelque chose qui a été écrit, préparé par le RDR. Parce que Jean-Noël Abbaye, il avait le pouvoir avec Babo, avec Nida Kwasi. Mais si les gars voulaient déjà les Baoulés et les Djoula là, au moment où ils avaient la possibilité de faire ça là, ils ne l'ont pas fait. Hein. C'est où maintenant ils ont perdu le pouvoir. Ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus rien. C'est là le colonel Kate Nyatouaka va venir leur dire non les gars, venez en faire coup d'état, allons-y déjà tous les Djoula, allons-y déjà tous les Baoulés. Il faut être intelligent, il faut réfléchir. Malheureusement, le montant infini, je ne peux pas trop développer, donc je vais m'arrêter là. Sinon là, peut-être je parle juste pour les intelligents, juste pour les intellectuels qui ont un cerveau pour réfléchir, ils vont comprendre beaucoup de choses. Sinon, ceux qui sont là, moi je ne fais pas de débat avec eux. Hein. Voilà, je m'arrête là, merci. Motion l'unique. Je ne prends pas d'émotion, je ne fais pas de débat. Je ne fais pas de débat. Je m'adresse seulement aux intelligents. Des gens qui ont fui le pays, c'est eux qui ont venu parler ici. Oh, mais mon frère, ça te regarde. Ça te regarde. Tes problèmes personnels, tu le gères ailleurs. Pardon, s'il te plaît. Passe mon panel, ça te regarde. On dit ça à toi. T'as 5 minutes. Moi, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas Kevin, je comprends pas le truc. En fait, souvent, ils font exprès de ne pas comprendre, en fait. Pourtant, s'il a demandé à ce que Kevin nous montre les preuves, c'est parce que ce même Kevin-là, il nous a envoyé un sujet une fois où il nous a dit que en 2024, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le PPTE. Le YCCP, il parle pas derrière lui. On a fait débat de ça ici. Kevin dit que en 2024, la Côte d'Ivoire est retombée dans le PPTE. On a fait débat ici, c'est pour ça que j'ai demandé à Kevin de se mettre en grand pour apporter la preuve de ce qu'il est en train de nous faire écouter. Il s'est dit intellectuel. Après, il a reconnu, il s'est excusé. Je suis là, puis il est là, et puis je parle. Kevin dit tu mens. Il dit tu mens. Il dit je mens. Kevin n'a jamais dit ça devant le palais de Célio. Dans le palais de Célio, tu n'as jamais dit que la Côte d'Ivoire est retombée dans le PPT. Tu n'as jamais dit ça. Sinon, on a enregistré hein, ce jour-là. Là, on va appeler quelqu'un, et puis il va envoyer la vidéo. Tu vois? C'est de ça, c'est la raison pour laquelle, quand on fait des débats, là, soyons sérieux. Apportons la preuve de ce qu'on dit. On ne sait même pas qui a enregistré, si c'est le propre Babo qui a enregistré des trucs. Parce que, attends, s'il te plaît, quand tu as parlé, si personne ne t'a coupé, ferme ton micro, ferme ton micro, je prends pas ta motion, 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 je ne prends pas ta motion, ferme ton micro, je ne prends pas ta motion, ferme ton micro, merci. On t'a entendu ici, faites des débats de gré, nous on fait des débats avec des preuves, on est assis puis on vous montre les preuves de ce qu'on dit. Mais on ne peut pas faire jouer des audios de la Sorbonne pour venir faire jouer ça sur un panel. Je pense qu'il faut te rendre un peu crédible. Moi, quand tu fais des trucs, je me demande toujours la source. Et je te montre. Moi, j'ai quitté dans ce degré-là. On te dit, dans une république, il y a un premier ministre, il est chargé de réaliser le projet du président de la République. Tout ce qu'il y a comme projet du président de la République. Le président Oufoué a fait appel au président Ouattara. Parce que l'économie, la Côte d'Ivoire est en crise économique. La Côte d'Ivoire était en crise économique. Il a appelé le président Ouattara. Viens redresser, en tant qu'un Ivoirien, viens redresser l'économie de ton pays. Le président Ouattara vient. Il regarde dans le secteur, dans toutes sortes de secteurs. Il voit qu'il y a la cabégie financière. Les cadres du PDCI sont en train de bouffer l'argent de l'État. Jusqu'à Oufoué, tellement étant faible à cette époque-là, ne pouvait même pas chasser certains membres de son parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir le président Ouattara. Il dit, je te donne plein pouvoir et ordre de restaurer dans les caisses de l'État, de faire revenir des fonds dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait? La proposition était là. Il a proposé à ce qu'il y ait une carte de séjour parce qu'il y avait, à cette époque, il y avait plein d'étrangers dans notre pays. Vous comprenez? Il y avait plein d'étrangers dans notre pays. Donc il a demandé à ce que ça, on remet ça sur table. Ils ont remis ça sur table. La proposition est passée à l'Assemblée nationale. Les députés du PDCI à cette époque, ils ont voté la loi. Maintenant, tu veux remettre ça sur le président Ouattara. Mais si la loi n'était pas passée, est-ce que le cadre de séjour ça allait voir le jour? Si la loi n'était pas passée là, cadre de séjour allait voir le jour, ça allait progresser dans ce pays. Ça allait jamais voir le jour. Soyons sérieux. Si les députés avaient dit non à cette époque-là, mais cadre de séjour allait jamais passer. C'est de ça qu'on entend parler. C'est parce que le PDCI, à cette époque, a donné son feu vert. Pourquoi on instaure la carte de séjour dans le pays? Mais vous faites des débats de gré. Vous faites comme si vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais les députés du PDCI, à cette époque, ils pouvaient voter non. Pourquoi quand Oufoué
voulait instaurer la double nationalité et qu'il est passé au Parlement à cette époque-là, pourquoi ils ont voté non? Et puis pour la carte de séjour, les mêmes députés l'ont voté oui. Pour que le président Ouattara puisse instaurer ça. Alors, sortons de ce gré-là. Sortons de dire que non, c'est lui qui a imposé. Il n'avait ni compétence, il n'avait pas compétence, il n'avait ni le pouvoir pour pouvoir instaurer une carte de séjour sans passer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale était tous des députés du PDCI. Vous parlez de la rébellion. Moi, je pense que la rébellion a été claire. Guillaume Soro est clair sur la rébellion. Il dit, le président Ouattara n'a pas la compétence, la capacité de créer une rébellion. Donc la rébellion, là, c'est lui et ses gars qui ont créé ça. Dès lors que le premier chef de la rébellion s'exprime, même autant étant opposé au président Ouattara, étant en exil, il répète encore que le président Ouattara n'a pas la capacité de créer une rébellion. Mais on sort où? On sort où pour dire que c'est lui qui est le responsable de cette rébellion? Moi, oui, sortons des débats, des grés, il y a des sujets plus importants. Merci beaucoup. C'est bon. Oh, c'est la seule personne qui se fait entendre l'oublier de crier. Ouais. C'est ma voix qui porte, c'est tout. Quel pote qui voit, qui se lève, va laisser ça, champion. Oh, c'est ma pote qui voit. Ensemble, on va dans... Oh, vous, j'ai le Khalid. La parole à général, j'ai Khalid. Khalid dit qu'il a quelque chose. Voilà, comme j'ai Khalid. Bonsoir à toi. Voilà, quand tu vas vraiment parler, on va te mettre 7 minutes, hein. Mais c'est bizarre quand même. C'est qu'à mon tour maintenant de parler, tu dis que... Non, parce que ça fait longtemps que je suis là. Et à un moment donné, il faut que je parte causer avec quand même. C'est clair, c'est clair. Bon, c'est vrai que mon temps étant compté, c'est un peu difficile d'aller trop en profondeur parce que j'ai aussi beaucoup de vidéos aussi avec joué. 7 minutes, toi, tu ne peux pas me partir en profondeur. Non, je m'explique. Ok, parce que, tu sais, il y a donné 10 minutes. Voilà, parce que il y a une loi qu'on appelle la loi de Bandolini. Ça, on la connaît certainement. Le théorème des baratins. C'est-à-dire que le temps que Kevin m'a mis tout à l'heure pour dire ces sonnettes-là, je dois mettre encore 2 fois plus de temps au minimum pour répondre à ce qu'il a dit. Donc, je ne pourrais même pas répondre. Même s'il me donne 1 heure de temps, je ne peux pas répondre textuellement tout. Mais ce que je vais faire, je vais attaquer directement, en fait, les points qui me semblent essentiels. Donc, comme Frère Nissa m'excuse, c'est vrai, sinon je t'ai monté au début pour lui, mais comme Kevin a repris déjà, je pense bien, l'essentiel de ce qu'il a dit, donc je vais parler à Kevin, et en répondant à Kevin, qu'il m'excuse, c'est vrai, mais je pense qu'il pourra aussi trouver des matières à le dire. La première chose, d'abord, je vais d'abord remercier le frère Nsou, quoi, déjà, qui a dit que, en temps normal, l'ivoirité n'a rien à voir avec la carte de séjour n'a rien à voir avec les Ivoiriens. En quoi est-ce que moi, l'unique, moi, Nsan, moi, Khalil, je devais me sentir concerné par l'instauration d'une carte de séjour? Je ne vois pas. Donc, au même titre que l'ivoirité, qui est, attention, hein, le mot ivoirité est un néologisme, c'est-à-dire que c'est une contraction de 2 mots. Ivoirité, ivoire de la Côte d'Ivoire, ité comme identité. Donc, le professeur Niangora, effectivement, dans la fraternité matin, en 70, dans les années 70, pardon, 75, 76, dans la fraternité matin, utilise la première fois ce concept culturel-là, effectivement. La première fois. Depuis les années 70, le pays n'est pas brûlé pour cela. Il a fallu qu'après le congrès de 94 du PDCI-RDA, que le président Konan Bédié, dans son discours d'orientation, une fois élu au congrès, ait utilisé ce mot-là comme étant une orientation politique. Autour de lui va se former une élite intellectuelle au sein de laquelle il y avait le professeur Jean-Noël Lokou, professeur agrégé d'histoire, qui est actuellement, je pense, bien sûr, sauf erreur de ma part, il est actuellement le président de la fondation Fauboigny de Diam-Soukro. Donc, ils vont former autour de lui une équipe qu'on appelle la CURDIF, la cellule des universitaires, pour la réflexion et la promotion des idées du président Henri Konan Bédié. CURDIF, tapez sur Google, C-U-R-D-P-I-H-E, la CURDIF. Ils avaient une revue à l'époque qui passait très souvent, qui publiait, qu'on appelle Ethics. Vous tapez également Ethics, vous allez voir que tout ce qu'on dit là, ça a une histoire. C'est pas des vadupés qui ont mis en place l'ivalité politique, hein, non. Ce sont des intellectuels proches du PDCI-RDA. Donc, je dis, pour dire quoi? Pour dire que, d'abord, mon frère Kevin, d'abord, qui m'excuse, mais il est juriste. Un juriste, quand il parle, naturellement, il parle avec des attitudes, avec des preuves. Moi, je dis que le 16 mai 90, écoutez-moi très bien, le 29 mai 90, la loi numéro 90-437, je reprends, loi numéro 90-437 du 29 mai 1990, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire. Cette loi-là qui a été votée par le Parlement PDCI majoritairement, le 29 mai 90, qui instaure la carte de séjour. 29 mai 1990. Le même jour, c'est-à-dire le 29 mai,
Le président Houphouët-Boigny signe un décret. En Côte d'Ivoire, ici, je regarde de ma part, je parle là sous le contrôle de mon frère Kevin. Seul le président de la République peut signer des décrets. Le même jour, le président Houphouët-Boigny, bien en santé, prend un décret, le décret numéro 90-443 du 29 mai 1990. Décret d'application, qui va expliquer les modalités d'application, comment il faut appliquer textuellement sur le terrain cette carte de séjour-là. Et le contrôle. Tenez-vous bien, cher Lenick, c'est 6 mois plus tard, soit le 7 novembre 1990, que le président Houphouët-Boigny va signer notre décret pour nommer le président Hassan Ouattara Premier ministre. Primo, il n'était pas parlementaire quand le Parlement PDCI votait la loi. C'est une loi, hein. Secondo, il n'avait pas les moyens, n'est-ce pas, pour obliger le président Houphouët-Boigny à prendre un décret, alors même qu'il n'est même pas encore Premier ministre. Avant novembre 1990, il était, pour l'instant, président, n'est-ce pas, il présidait, pardon, n'est-ce pas, la coordination interministérielle, où il y avait 7 ministères, l'agriculture, l'économie, d'autres personnes, mais pas le ministère de l'Intérieur, qui devait charger, n'est-ce pas, d'appliquer cette loi-là. Est-ce que l'extension de la carte de séjour était une proposition avant lui? Bien sûr. Kevin l'a dit tout à l'heure. C'est vrai. Et il a donc appliqué ces mesures-là, en fait, pour dire que, qui avait pour objet, essentiellement, d'abord, comme lui me l'a dit, de pouvoir instaurer un filtre à nos frontières, mais pas seulement. Nous sommes en crise économique. Les Ivoiriens doivent saigner n'est-ce pas, pour leur pays. Mais il faudrait aussi que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire aussi, qui profitent de notre pays, puissent contribuer. Et donc, cette mesure-là a été prise avant lui, votée au Parlement par les CI avant lui. J'insiste là-dessus parce qu'à l'époque, Konan Bédié était le président du Parlement ivoirien, chef des députés. On vote une loi, le président prend un décret d'application. Lui-même, Ouattara, il est nommé 7 mois plus tard, le 7 novembre 1990. Et donc, son gouvernement, naturellement, est chargé de pouvoir faire appliquer la loi. C'est un pouvoir exécutif. Et le chef de gouvernement. Donc, première fois, c'était historique pour dire que, à l'époque des faits, hormis les commentaires que vous pouvez faire, ce que je dis là est indéboulonnable. Je viens de citer n'est-ce pas, des textes évidents, avec des références claires. Quand ça compte M. Ouattara, je vous le concède. Quand je dis ça, je vais dire quoi par là? Je vais dire tout à l'heure dans mon propos liminaire, je dis ceci. M. Lunique n'a pas à se soucier, n'est-ce pas, de l'installation d'une carte de séjour. Le problème survient lorsque le régime Bédié, PDCI, Bédié, voulant éliminer maintenant des adversaires, naturellement, en l'occurrence, le plus farouche d'entre eux, va orienter le débat politique maintenant vers une catégorisation des Ivoiriens pour dire que les Ivoiriens sont plus authentiques que d'autres. Voilà où venait le problème en Côte d'Ivoire. Et la vidéo du président Laurent Gbagbo qui condamne cela existe bel et bien. Il a accordé une interview à TV5 en janvier 2000. TV5, où il dit qu'effectivement, il est contre l'ivoirité et que le régime Konan Bédié justement est tombé, n'est-ce pas, pour cause d'ivoirité en haute. Il dit ça, interview TV5, janvier 2000, devant Denise Epoté. Ça, c'est la première chose. Donc, lui aussi, il est contre l'ivoirité. Mais j'ai aussi, parce qu'au moment où il parlait, Laurent Gbagbo parlait en ce moment, il était encore SG du FBI, pas encore président. En ce moment aussi, le président de transition qui a remplacé Konan Bédié fait une interview qui est devant moi ici, si vous voulez, on peut la jouer pour que vous l'entendiez aussi, Général Guy Robert, il dit, l'ivoirité là, c'était pas bien parce que, même sous le régime Bédié là, depuis le régime Bédié, lui en tant que militaire avait déjà des informations comme quoi, les forces de l'ordre prenaient les pièces d'identité d'Ivoiriens authentiques, comme les uniques en sang, on prend des pièces, comme tu as un nom à consonance nordique, on déchire le document, on dit non, pour que tu es ivoirien, prends une carte de séjour. C'est vraiment moi qui le dis, hein. C'est Général Guy Robert qui le dit, ça sur YouTube actuellement, vous tapez sur YouTube, vous tapez, Guy Robert parle de l'ivoirité, vous tapez, vous allez voir automatiquement. Devant la même femme à qui le président Gbagbo a fait son interview, toujours Denise Epoté, la même TV5. Guy Robert parle de l'ivoirité, Laurent Gbagbo condamne l'ivoirité, il en parle lui aussi. Mais c'est pas tout. Le président Laurent Gbagbo est devenu président de la République de Côte d'Ivoire en 2001. Vidéo toujours disponible sur YouTube. Il prend la parole, il dit, on lui pose le problème de l'ivoirité. Il dit oui, effectivement, il est d'accord que ça existe. Que en Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a toujours des catégorisations entre des individus opérés par les forces de l'ordre. Il dit, il en est conscient. Il dit, n'est-ce pas, aux journalistes, laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cela qui arrive en Côte d'Ivoire. Vous savez, les pays qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, là, sont des pays francophones, contrairement au Ghana et au Libéria. Et donc, très souvent, les tourés qui sont là-bas, là, leurs tourés s'équipent de la même manière que les tourés qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc, le policier qui prend les pièces d'identité de ceux-là, il ne sait pas faire la différence entre un touré d'ici et un touré de là-bas. C'est lui qui le dit dans l'interview, le président Laurent Gbagbo le dit dans l'interview. Mais c'est scandalisant. Parce que, en tant que président, il devrait savoir que ce qui différencie un Ghanéen d'un Ivoirien, c'est un document, la CNI. Donc, ce qui différencie un Malien d'un Ivoirien, c'est la CNI. Si tu n'as pas d'éléments probants montrant que c'est une pièce falsifiée, mais tu peux la retenir, la déchirer. Et en tant que chef d'exécutif, le fait de le dire, sans prendre des mesures, n'est-ce pas,
mesures fermes tendant à l'éradiquer, il en est complice tout au moins. Et donc, l'ivoirité, ce n'est pas une conjecture, c'est des faits que nous avons vécu ici. Je vous renvoie vers le rapport de Amnesty International, Human Rights Watch, qui ont écrit là-dessus abondamment. Des sociologues ont écrit là-dessus. Des éminents juristes ont écrit là-dessus pour savoir ce que c'est. Et donc, venir ici pour pouvoir tenter de pouvoir à la fois minimiser le fait ou sinon le nier, les faits que nous avons vécu, c'est malhonnête et c'est maladroit. Vous savez, l'ivoirité, comme l'a dit Elon Gbagbo une fois, c'est un piège intellectuel. C'est un piège intellectuel. Pourquoi? Parce que c'est demander à un Ivoirien qui s'appelle l'unique de te prouver son ivoirité, ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Par contre, il dit, monsieur l'unique, moi, quand tu es ivoirien, il peut te prouver ça, un document qui te prouve ça. Mais par quelle alchimie est-ce qu'un homme peut monter son ivoirité? Au point qu'on prenne ce concept-là pour le mettre dans la politique. Donc, c'est venu créer ce qu'on appelle une catégorisation des citoyens en eux. Et donc, dommage que c'est vrai que le débat, naturellement, n'est-ce pas, j'ai pris le débat malheureusement en retard. Sinon, je veux dire que c'est un débat de fond qu'on doit mener. Maintenant, il a cité tout à l'heure aussi, rapidement, hein, Kevin Thiam, il a joué la vidéo où on parle de la charte du Nord. Donc, je lui pose la question à M. Zappi. Raphaël Lacoué. Raphaël Lacoué qui travaillait à l'époque au journal FPI après. Plus tard, il deviendra l'ami de Ouattara, hein, au RDA après, et au pouvoir actuellement. Je ne sais pas s'il vit toujours, mais sinon, il deviendra l'ami de M. Ouattara après. Raphaël Lacoué pose la question à M. Lee. Ah, il y a des rumeurs qui courent partout actuellement, où on voit des tracts qui disent qu'il y a un document qui s'appelle la Charte du Nord, qui appelle les gens, n'est-ce pas, à faire un projet séparatiste. Il dit non, M. Ouattara répond. Et donc, Kevin est malicieux. La réponse de M. Ouattara ici n'est pas dans le document qu'il a joué, mais il devait faire jouer la vidéo. Lui, il dit, non seulement il condamne ce projet-là, mais il pense que ce projet même n'est pas viable. Parce que les Ivoiriens doivent aller forcément vers une unité nationale, un, mais de deux, ça n'apportera aucun fruit. Et lui, M. Ouattara condamne cela. Mais ça, Kevin Thiam fait espoir de ne pas faire jouer la bâtie. C'est méchant. C'est méchant parce que on a vécu tout ce qu'on a vécu aujourd'hui pour venir tromper les Ivoiriens. Pour terminer, moi, pour vous montrer l'un des éléments probants et palpables encore de ce qu'on appelle l'ivoirité. J'ai ici avec moi, ici, si vous me permettez, en fait, non, il a dit que la vidéo de quoi, il a dit que du DICAB, l'ex-DICAB du président Konan Bédié, il dit, parlant de l'ivoirité, il dit ceci. Il dit, cette affaire d'ivoirité là, n'est rien d'autre que le fait d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, musulmans, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui estiment qu'ils ont maintenant le pouvoir économique et qui ne leur expliquent que le pouvoir politique. Et donc, derrière cette affaire de Ouattara n'est qu'un porte-flambeau de ces étrangers-là, musulmans, qui veulent prendre le pouvoir politique. Fin de citation. Ce qu'il a dit là, se trouve encore sur YouTube. Tapez Côte d'Ivoire pour dire identitaire du sociologue belge Benoît Schauer. Vous allez voir l'interview là, où le monsieur est assis devant vous, il parle. Il parle du bien de l'ex-DIRCAB. 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 Il parle du bien de l'ex-DIRCAB.